s'est incliné devant la mémoire de ces djambars tombés armes à la main sur le champ d'honneur. Commission en charge du contrôle des parrainages, ça y est, les préposés à l'exercice sont connus. Au total, 21 personnalités, dont les 7 sages, 2 greffiers, 5 agents administratifs, 2 membres de la Sénat, 1 représentant de la Direction générale des élections et enfin 4 personnalités indépendantes. Classée 3e à l'issue des élections de représentativité, la CNTS-FC analyse ses performances. Au même moment, les membres de la FGTS-B, classés 5e, pestent et parlent d'une mauvaise organisation du vote. Et puis en culture, découverte d'un collectionneur d'art, son nom, Toubassen. Il nous fait visiter ce soir sa caverne d'Ali Baba où sont jalousement conservés ses trésors et ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. 4 soldats tués et 7 grièvement blessés. C'est le bilan de l'accident d'un véhicule de l'armée qui a sauté sur une mine dans le nord Xinjiang. Une explosion qui survient quelques semaines seulement après l'attaque d'un véhicule de transport en commun qui avait fait un blessé grave. Et cette résurgence de la violence dans le sud du pays, malheureusement, intervient dans un contexte où le processus de dépôt des armes semble bien entamé entre l'État et la faction de Diakai. Et le point, c'est avec Lamine Ba et Lamine Mandjan. C'est une lourde perte dans les rangs de l'armée dans le nord Xinjiang, précisément sur l'axe Diokadou-Kadjalok. Le bilan fait état de 4 soldats tués, 7 autres blessés selon nos sources, 3 selon la direction des relations publiques des armées dans son communiqué. Selon nos informations, le véhicule qui transportait les djambars en pleine opération dans la zone a sauté sur une mine provoquant une forte déflagration dans la zone de l'explosion. Les blessés sont évacués pour procéder à leur prise en charge selon toujours notre source sur place. Cet accident intervient dans le cadre des opérations de sécurisation que mène l'armée dans toute la zone de Nord Xinjiang pour restaurer la sécurité et détruire l'économie criminelle entretenue par des bandes armées qui opèrent dans cette partie de la commune de Djibouti, longtemps occupée dans le passé par des éléments armés. Cet accident, au bilan très lourd, a lieu moins d'une dizaine de jours après l'attaque du véhicule de transport en commun entre Biti et Mongon, attaque qui s'est soldée par 2 passagers blessés, dont une dame grièvement, après que des individus ont ouvert le feu sur le car de transport en commun. 2 événements tragiques qui semblent traduire une résurgence de la violence en Casamance, alors que tous les esprits sont tournés sur le processus de dépôt des armes conclu entre l'État et la faction de Diakai et piloté par des structures de la société civile en charge des opérations de collecte et de destruction de ces armes. Autant de sources d'inquiétude chez les observateurs de la crise en Casamance. Et suite à cette tragédie, le chef de l'État Macky Sall s'est incliné devant la mémoire des djambars tombés au champ d'honneur après l'explosion d'une mine anti-char dans le département de Bignona. Au nom de la nation, Macky Sall a adressé ses condoléances émues à leurs familles et aux forces de défense et de sécurité. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés. L'actualité politico-judiciaire à présent avec cette nouvelle. Maître Moussa Diop, placé sous mandat de dépôt ce vendredi par le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Dakar, suivant ainsi la demande du procureur de la République qui avait requis ce mandat de dépôt. Maître Moussa Diop, candidat à l'élection présidentielle, est poursuivi pour offense au chef de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l'État, faux et usage de faux. Rappelez qu'il avait fait des déclarations à propos d'un contrat d'exploitation d'une mine de diamants dans le nord du Sénégal impliquant le chef de l'État Macky Sall, l'industriel Jean-Claude Mimran, son proche collaborateur Mamadou Diagne Ndiaye et l'ancien ministre des Mines Ali Ngouille Ndiaye.
Et nous poursuivons l'actualité politique, cette fois-ci avec Barthélémy Diaz qui émet des suspicions autour de sa convocation à la Cour suprême le 22 décembre prochain. Barthélémy Diaz est donc convoqué pour l'affaire Ndiaga Diouf. Le maire de Dakar pense que c'est tout simplement la candidature de Khalifa Sall qui est visée. Nous l'écoutons. Le 12 janvier, l'Assemblée nationale ne sera plus en session. Donc si Barthélémy Diaz n'est plus député, son suppléant ne peut pas être installé. Si son suppléant ne peut pas être installé, il ne peut pas parrainer Khalifa Sall. Est-ce qu'on me suit ici? Donc je voudrais que ceux à qui je m'adresse, à qui je parle, qu'ils comprennent que quand on a commencé, nous, à faire de la politique, ils n'étaient pas encore en politique. Ce n'est pas eux qui vont creuser pour nous une tombe. Parce que nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas envie de mourir et nous ne sommes pas encore enterrés. Et nous ne comptons pas être enterrés. Ça fait plus de 7 ans qu'on se bat pour être candidat. C'est pourquoi quand j'entends des fois des gens vouloir présenter la coalition Taxawu Sénégal sous d'autres cieux, ils me font rire. Parce que n'ayant aucune idée de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement. Et ce n'est pas encore terminé, jusqu'au départ de ce régime. Parce que ce régime a mis en place une stratégie depuis 12 ans. Ce régime a décidé de ne pas compétir. Leur stratégie, c'est éliminer. Pas de compétition, mais élimination. À partir du 12 janvier, contrôle de la disponibilité des 9 pièces des dossiers de candidature et distribution des cartes d'électeurs. Je ne continuerai pas. Ça ne sert à rien du tout. Je voulais seulement vous expliquer pourquoi cette convocation à cette heure-ci à la Cour suprême peut paraître être suspecte. Et puis je vous l'annonçais en titre, ça y est, c'est officiel, le Conseil constitutionnel a dévoilé la liste au parrainage des candidats déclarés. L'organe délibérant est formé par la nation. 2 greffiers du Conseil constitutionnel ainsi que 5 agents administratifs du Conseil sont également de la commission de contrôle. La Sénat est représentée dans cette commission par Ndeye Rokhaya Mbodj, journaliste, et Mamadou Bokar Niane, enseignant à la retraite. On note également la présence de 4 personnalités indépendantes dans cette commission, mais aussi un représentant de la Direction générale des élections. Ces 21 personnalités en charge du contrôle des parrainages vont travailler sous la direction du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Les représentants de la Sénat, les personnalités indépendantes et le représentant de l'administration, quant à eux, ont qualité d'observateurs. Ils ont une voix consultative. Leurs éventuelles observations seront consignées dans un rapport final fixé par l'article 6 de la décision du Conseil constitutionnel instituant la dite commission. À noter que le contrôle de la régularité des parrainages se déroulera du 27 décembre au 12 janvier 2024. Le Conseil va procéder à un tirage au sort le 28 décembre pour déterminer l'ordre de traitement des dossiers. En prélude aux prochaines joutes électorales, des journalistes invités à respecter les principes sacro-saints qui font le métier. C'est à Thiès, sous la supervision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et de l'Association de la presse locale, que s'est tenu l'atelier. Nos reporters sur place, Cheikh Anta Diop et Seyla Thierry, ont assisté. Des médias sont revenus de long en large sur l'environnement médiatique à quelques mois de l'élection présidentielle de 2024. Nous constatons aujourd'hui que l'environnement médiatique est de plus en plus fragmenté. Force est de reconnaître que certains hommes politiques ont des liens privilégiés avec des journalistes. Le risque de manipulation est grand. Le code électoral interdit toute diffusion d'articles de propagande et de publicité en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle, que les médias ne devraient pas influencer l'opinion publique en traitant les candidats de manière différente ou en faisant du favoritisme. Ibrahima Bakhoum, représentant du Sénégal, a aussi invité les journalistes au patriotisme. La démocratie exige des médias une ouverture d'esprit, un sens critique, une capacité d'analyse pour permettre aux citoyens de savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds
et au moment de voter, qu'est-ce qu'il doit faire. Le CNRA est très vigilant sur ces questions-là. Le gouverneur de la région de Thiès a donné un véritable cours magistral aux journalistes. On va vous proposer et vous donner de l'argent. Et ensuite, on va vous commanditer des missions. Si vous le faites, vous vous êtes trahi vous-même et vous avez trahi votre mission. Et pour un homme d'honneur, rien ne vaut la trahison. Des journalistes de Thiès, Mbour et Tivaouane ont fait le déplacement pour assister à cette formation initiée par l'association de la presse locale de Thiès. Et puis, vous le savez, le tribunal de grande instance de Dakar a tranché en faveur de la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, une décision qui, depuis son annonce, alimente les débats au sein de l'opinion publique. De l'avis du magistrat Mamadi Djané, eh bien, le juge a fait son travail selon les règles qui régissent sa profession. Le secrétaire général de la Cour d'appel de Ziguinchor s'est exprimé en marge de l'atelier de mise à niveau des magistrats sur le processus électoral. Nous l'écoutons. Malgré toutes les critiques, les insultes contre la justice, elle reste indépendante. C'est l'avis du président du Forum du justiciable. Nous avons une justice qui est forte, qui n'est pas soumise. Nous avons une justice avec des magistrats très bien formés, avec des... Moi je suis un magistrat, vous savez les magistrats, donc ils sont soumis à l'obligation de réserve. Les magistrats sont chargés de rendre la justice. Lorsque la justice est rendue, l'exécution incombe au parti. Donc le magistrat n'a pas à se préoccuper du sort qui sera réservé à sa décision. Il fait son travail en son âme et conscience, selon les règles qui régissent sa profession. Voilà, donc le magistrat ne peut pas également commenter sa propre décision. Donc pour l'actualité, tout ce que je peux dire, c'est que nous avons une justice qui a des magistrats de valeur. Mais comme dans chaque corps, partout, dans le monde, les gens n'ont pas les mêmes qualités. L'indépendance, d'abord, c'est une question de personne, avant d'être une question de système. C'est une question de personne. Celui qui veut être indépendant, il a tous les moyens pour être indépendant. Un magistrat qui veut être indépendant, il a tous les moyens pour être indépendant. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à être indépendant. Donc, je vous dis, nous avons au Sénégal des magistrats dont on peut être fier. Donc le magistrat d'hier n'a pas à faire le suivi de la décision qu'il a rendue. Le magistrat, il a pris sa décision en son âme et conscience. Et maintenant, donc, la population observe. Parce que la décision s'est rendue au nom du peuple sénégalais. Donc il a pris une décision en son âme et conscience. Les partis ont fait des commentaires. Chacun a des voies de recours. C'est ça la justice. Voilà. Et même son de cloche du côté de la société civile pour Babacar Ba, président du Forum du justiciable. Eh bien, le problème au Sénégal, ce n'est pas la justice, mais plutôt les acteurs politiques. Selon lui, les magistrats exercent correctement leur profession, un avis qu'il partage avec Cheikh Oumar Sy. Ce dernier, leader de la plateforme avec, pense que rien ne justifie les attaques gratuites à l'encontre de la magistrature, et tous deux s'expriment dans ce reportage d'Al-Hassan Ba. Malgré toutes les critiques, les insultes contre la justice, elle reste indépendante. C'est l'avis du président du Forum du justiciable. Nous avons une justice qui est forte, qui n'est pas soumise. Nous avons une justice avec des magistrats très bien formés, avec des magistrats intègres qui font correctement le travail. Un avis qu'il partage avec Cheikh Oumar Sy, le leader de la plateforme avec, trouve regrettable que l'on veuille s'attaquer à la justice quand elle rend des décisions qui ne nous sont pas favorables. On ne peut pas seulement applaudir quand la justice nous dit c'est bon et quand la justice est à notre côté, et l'insulter aussi quand la justice n'est pas à notre côté. Aujourd'hui, la justice a décidé que le Ousmane Sonko doit être réintégré dans les listes. C'est une décision de justice qu'il faudra certainement appliquer. Ce que l'État fera après. Favorable ou défavorable. Si aujourd'hui la décision de justice est favorable à l'acteur politique, vous-même vous l'avez constaté, l'acteur politique chante les louanges de la justice. Donc je pense que le problème, c'est au niveau des acteurs politiques qui tentent aujourd'hui de manipuler l'opinion en leur faisant comprendre que la justice n'est pas indépendante. Mais à mon avis, la justice sénégalaise, elle est tout à fait indépendante. Malgré le fait qu'on soit des fois contre les décisions qu'elle prenne, aujourd'hui, la justice, et je pense que Ousmane Sonko aussi, il a vu que
la décision de justice est favorable à sa personne et qu'il y a des magistrats aussi qui continuent à travailler dans le sens de la probité morale et dans le sens de ce qu'ils pensent être le droit devant eux. Le constat reste le même. La justice fait toujours l'objet de critiques, surtout quand il s'agit des dossiers concernant des acteurs politiques. Allez, on s'intéresse à présent aux résultats des élections de représentativité. Le quintet sortant est composé de la CNTS, de l'UNSAS, de la CNTS FC, de la CSA et du FGTS-B. La CNTS FC, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, occupe la 3e place du classement avec plus de 15% des voix. Une percée qui s'explique par une bonne analyse de la situation syndicale nationale d'après son secrétaire général, Cheikh Diop, que je vous propose d'écouter dans ce reportage de Dissa Prera et Lamine Diagne. En 12 années et 3 élections de représentativité, la CNTS-FC n'a pas cessé de progresser. Une percée constante qui découle d'une profonde analyse de la situation syndicale du pays. On a constaté à l'analyse des résultats, on se rend compte que la CNTS Force du changement est la seule centrale parmi les majeures à avoir enregistré plus 3 points positifs. Les autres ont régressé de 3 ou plus. Entre 2017 et 2023, cette tendance s'est confirmée. Toutes les centrales, à l'exception de la CNTS-FC et quelque part aussi de l'UNSAS, quand même il faut le dire, mais la particularité chez la CNTS-FC, nous avons progressé en rang et en pourcentage positif. C'est fort de ces enseignements que Cheikh Diop et ses camarades ont adopté une nouvelle démarche. Pour eux, il était indispensable de mettre en place une 3e voie, la voie de la solidarité et du rassemblement. Nous avons constaté que depuis les indépendances, le mouvement syndical est bipolarisé entre les participationnistes et les va-t-en-guerre. Bipolarisation plutôt engendre rivalité et adversité. Cette rivalité et adversité appliquée dans le mouvement, pratiquée dans le mouvement, a créé une forte dispersion des forces syndicales. Aujourd'hui, la CNTS-FC se projette résolument vers l'avenir, mais un avenir de combat face à de nouveaux défis. On parle de l'intelligence artificielle. Les machines vont bientôt remplacer les professeurs et les enseignants. Si l'intelligence est artificialisée, la force du travail robotisée, l'argent que produisent les machines, le virtuel, et les machines qui ne se vêtissent pas, qui ne mangent pas, comment vont devenir les hommes? Comment les hommes vont régler leurs besoins humains qui est là? L'employé, le capital s'agrandit avec des machines, les richesses s'agrandissent avec les machines, le travail n'existe plus. L'avenir est fortement menacé. Pour rappel, la centrale dirigée par Cheikh Diop est arrivée 3e derrière la CNTS et l'UNSAS. Des résultats qui ne font pas que des heureux, contrairement à la CNTS-FC. La FGTS-B, arrivée 5e, déplore les nombreux manquements notés lors du scrutin. Omission, disparition de listes, tentative de déstabilisation de leur centrale. La FGTS invite l'État à une meilleure organisation du vote et à procéder à des rectificatifs pour les prochaines échéances. Le secrétaire de la FGTS, Mbalo Diacham, est au micro d'Alun Diagne. Les élections de représentativité des centrales syndicales ont vécu avec comme principale difficulté les nombreuses omissions, voire la disparition de certaines listes et la mauvaise carte électorale, qui est une violation de l'arrêté portant organisation des élections de représentativité des centrales, accentuant ainsi la faible participation. Parmi les 12 centrales syndicales qui étaient en lice, 5 ont franchi le seuil de 10% de représentativité, dont la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal B, FGTS-B. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à Feu Sidi Ndiaye qui s'est sacrifié pour l'émergence de notre organisation. Malgré les tentatives de déstabilisation de notre centrale syndicale par des groupes internes et externes, nous avons pu tirer notre épingle du jeu en doublant notre score des élections précédentes. Cette performance qui témoigne de notre grande résilience
est loin de refléter la valeur intrinsèque de notre organisation. À cause des basses manœuvres orchestrées par certains responsables qui se réclament de la FGTSB, nous avons perdu des milliers de voix. 10 collectivités territoriales à Rufisque, 20 à Bignona, dont le conseil départemental n'ont pas pu voter, ce qui donne une idée du préjudice subi. Vous noterez au passage que ces hors-la-loi ont affirmé Urbi et Orbi détenir des comptes et le patrimoine de la centrale, nous privant ainsi de ressources pour mener une campagne correcte. Nous leur disons en passant que le moment venu, ils devront justifier l'opportunité et la légitimité de toutes les dépenses effectuées. Et puis le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, a choisi le Sénégal pour sa première sortie à l'étranger. Il a été reçu en audience par le chef de l'État Macky Sall. Les sujets abordés lors de l'entretien ont porté sur le trafic de migrants, l'immigration régulière et la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Espagne. Des convergences ont été également notées sur la nécessité de renforcer le multilatéralisme pour relever le défi de l'immigration irrégulière et stopper le trafic des migrants. Au moment où des opérations d'assainissement et de désencombrement sont lancées un peu partout dans Dakar, Grand Yoff baigne dans les eaux stagnantes. Des eaux noirâtres, nauséabondes rendent pénible la vie dans ce quartier populaire. Si les autorités locales indexent l'ONAS, eh bien les habitants, eux, exigent une solution définitive à cette situation et envisagent d'envahir la rue pour se faire entendre. Pape Faragning. Toujours les mêmes sensations, suffisant pour manifester le désarroi depuis plus d'une décennie. Maintenant, ces eaux et l'odeur qui s'y dégagent hantent le sommeil des habitants des Scat Urbam. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lancer un cri de cœur parce que depuis 30 ans, nous habitons dans ce quartier et voilà ce que nous vivons. Donc nous sommes vraiment très fatigués. On commence à avoir des larves dans les eaux. Les riverains ne peuvent plus aller à la mosquée, ne peuvent plus se déplacer. Les petits-enfants souffrent. Nous sommes vraiment dans une situation extrême. Parce que quand même nous disons souvent à l'ONAS que est-ce que Grand Yoff fait partie de Dakar? Est-ce que vraiment Grand Yoff fait partie de Dakar? Nous ne pouvons pas comprendre un quartier résidentiel comme la Scat Urbam et tant d'autres soient dans cette situation depuis des années sans qu'il y ait une solution, vraiment. Même constat aussi à Arafat, où la route principale est simplement impraticable. On est très fatigué, parce que ça fait 7 mois, on est là, on est en train de vivre ça. On est en train de vivre de cette eau usage-là. Hein? Cette eau-là, c'est pas bien. C'est très difficile à vivre comme ça, hein? Depuis 7 mois. Hein? On tend la main, les autorités, pour qu'on nous jette ici. Il faut qu'on nous aide, parce qu'il y a des enfants ici. Si les autorités locales évoquent la responsabilité de l'ONAS, les populations de leur côté lancent un appel pour trouver une solution durable à ce calvaire. Vraiment, nous sommes très fatigués, extrêmement fatigués, et vraiment, nous ne pouvons plus continuer à vivre cela. C'est pourquoi nous lançons un cri de cœur pour que l'État du Sénégal, le ministère de tutelle de l'eau et de l'assainissement puisse se saisir de ce dossier et pour qu'on le règle le plus rapidement possible. Il faudrait que les auditeurs ou bien l'État se saisissent de ce dossier pour faire l'audit physique, mais aussi des travaux qui ont été réalisés ici par la CSTP. Parce que nous, Grand Yoff, nous n'avons pas senti une amélioration du renouvellement des réseaux. Vous pouvez le voir pour vous-même, H24, 365 jours, c'est comme ça. On n'y peut rien faire. À chaque fois qu'ils viennent, il suffit juste de mettre un camion, nettoyer, bon, en moins de 30 minutes, l'eau revient. On se demande exactement où est passé cet argent-là. Où est passé cet argent-là et qu'est-ce qu'il a fait exactement de bon? Partout à Grand Yoff, c'est comme ça. À cause de ces eaux usées, beaucoup de commerces sont fermés, les routes sont impraticables, rendant la vie difficile dans ce quartier populaire de Grand Yoff.
Afaragning, merci. L'université Alioune Diop de Bambey, capitale de la santé publique, le temps d'un week-end, l'association des professionnels de santé publique y tient sa 5e édition. Au menu des échanges, des efforts à faire dans le domaine néonatal malgré la baisse considérable du taux de mortalité néonatale au Sénégal. Les détails, c'est avec Babacar Diouf et Nango Ndiaye. Le Sénégal a fait des pas de géant dans la lutte contre la mortalité néonatale. En atteste la baisse du taux enregistré entre 2013 et 2023. 392 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013. Donc en 2019, on est passé à 236 et que normalement en 2023, si on se base sur des extrapolations, on devrait être à 150 ou à 170 décès pour 100 000 naissances. Des progrès constatés certes, mais le rythme ne garantit pas l'atteinte des objectifs de développement durable, regrette professeur Adama Faye, président de l'Association des professionnels de santé publique au Sénégal. En 2030, on a ce qu'on appelle les ODD. Donc, et que malheureusement, si on continue sur cette tendance, on a peur que pour certains objectifs, le Sénégal ne puisse pas les atteindre. Les professionnels de santé sont dès lors interpellés pour dégager des solutions. Pour pouvoir produire des évidences scientifiques. Parce qu'il faut que les décisions prises par nos autorités aient un ancrage scientifique. Et donc nous pensons que nous allons pouvoir alimenter ces décisions à travers nos évidences. Et ces évidences pourront guider les politiques ou bien réorienter les politiques qui sont actuellement mises en œuvre. L'université Alioune Diop de Bambey abrite la 5e édition des journées de santé publique au Sénégal. Inauguration par le chef du gouvernement du Centre régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé à Dakar, destiné à améliorer la gestion des urgences sanitaires en Afrique. Ce centre polarise en plus de l'Algérie 27 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La réaction du Premier ministre Amadou Ba, c'est au micro d'Abdou Diouf Diagne. En technique, le centre constitue le moteur d'un programme de formation et d'information sur les urgences sanitaires et l'évaluation des risques qui reposera sur 4 piliers majeurs. Sur la représentation et du centre et au niveau de ce magnifique édifice. J'invite également l'OMS à poursuivre la collaboration étroite avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour continuer à déployer les nombreux efforts notés depuis la mise en place de la couverture maladie universelle au Sénégal. Allez, parlons à présent d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle à l'épreuve de la création artistique. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane a inauguré sa série de conférences. Le professeur Amadou Gallo Diop, non moins directeur général de la recherche et de l'innovation, a présidé cette conférence. Une rencontre détonnante entre un neuroscientiste, la communauté universitaire, une pléiade d'artistes dans les travées de l'amphithéâtre de l'espace numérique ouvert de Mermoz. Eh bien, il y avait Abdoulaye Sissé. Le lien entre la technologie avancée, l'éminent neurochirurgien professeur Amadou Gallo Diop, s'il n'était pas directeur général de la recherche scientifique, et l'immense artiste peintre Khalidou Kassé. Tous ont quelque chose dans le lobe frontal dont l'homme est le seul animal à disposer. Mais à suivre la leçon inaugurale du professeur Amadou Gallo Diop, l'homme serait l'animal le moins intelligent. Attention à ne pas prendre au premier degré. Ah non, on est très intelligent quand on veut utiliser toutes les fonctions dont le bon Dieu nous a dotés, il le dit lui-même. On peut être absolument nocif, dangereux et mauvais si nous laissons guidés par nos pulsions, nos impulsions non contrôlées, en ne faisant pas preuve de réflexion, de culture, de sagesse. Gallo Diop est venu à délivrer sa provocation inaugurale et est reparti sans qu'on ait épuisé le sujet. Constat final du maître d'œuvre de cette série de conférences de l'UVS. Quand on arrive dans le domaine de l'IA génératrice, ça devient très... les risques qui sont là pour pouvoir tuer la création artistique et tuer même des métiers là, et sont réels.
Et c'est pour ça que nous tenons à passer à la réflexion dès maintenant, pour s'assurer que nous mettons les garde-fous pour ne pas qu'on arrive au point où justement cette création qu'on a, qui peut être utile, se transforme en quelque chose de nuisible pour les artistes. Quand tout le monde a fini de parler, finalement on se dit « Ah oui, quand même, il y a bien un lien à tout ça ». Le lien fonctionnel va forcément bénéficier des inputs positifs ou négatifs de l'environnement sociétal, humain, économique et autres, pour qu'un artiste comme Khalidou Kassé puisse s'asseoir dans un amphithéâtre voisin d'un chercheur en biochimie et que tous les deux se disent « Ah tiens, bon, il y a quelque chose à faire ensemble ». Du beau monde dans une salle, certes clairsemée, mais sûr, chacun est reparti d'ici un peu plus intelligent, le plus naturellement du monde. Mais on en est encore à cogiter pour savoir si ce que l'intelligence artificielle va faire gagner à la création vaut ce que la culture, l'art, va perdre en originalité. d'Ali Baba, Ibou Diouf. Dans cette galerie, chaque recoin dévoile un trésor artistique, des masques tribaux aux sculptures en bois en passant par le textile et les bijoux. Chaque pièce est un témoignage vivant de la richesse artistique des différentes communautés africaines. Minimum 10 000 euros. Je dénommerai plus de 10 000 biens culturels. Il y a des objets en bois, de la terre cuite, du bronze, du fer, des colliers. Cette collection est le fruit de mes campagnes sur le continent africain. D'autres proviennent de l'Europe et des États-Unis. J'ai mis dans ce métier de collection près de 60 ans. Place marché Kermel. Marché Kermel moo doonoon marché tubaab yi. Benn bis nag benn dimanche man rek maa fa nekk xëy dem di liggéey. Il y a des années de cela, j'étais marchand ambulant au marché Kermel de Dakar. Un jour, j'ai acquis quelques objets d'art. Lorsqu'un touriste américain m'a vu, il m'a proposé beaucoup d'argent. Xam nga muy 600 000 léegi déjà alors ci jamono yooyu. C'est à la suite de cette transaction onéreuse que j'ai pris goût à la collection d'œuvres d'art. Tout a commencé il y a plus de 50 ans. Toubassène est très rapidement captivé par la beauté et la spiritualité des objets d'art. Au fil des années, il a eu la chance de rencontrer des artisans et des collectionneurs. Aujourd'hui, sa collection est le fruit de ces rencontres et de plusieurs décennies de recherche et d'acquisition. Je peux dire qu'au début, ce métier de collectionneur me rapportait beaucoup. C'est devenu par la suite une passion. Le fait de garder ce trésor culturel me procure beaucoup de plaisir. Ce collectionneur nous rappelle que la valeur intrinsèque de l'art dépasse celle de l'argent. Chaque œuvre a une signification particulière et unique, sans oublier sa conservation qui demande aussi beaucoup de moyens. Il faut ku leen di toppatoo parce que terme yi dañ koo bëgg. La préservation et la conservation demandent beaucoup de moyens. Il faut donc une bonne stratégie pour protéger ces objets de l'humidité, des termites et autres. Depuis plus de 50 ans, il est collectionneur de toutes sortes d'objets, notamment des œuvres d'art antiques et contemporaines. Avec plus de 10 000 pièces, il a acquis aussi des objets rares, voire même très rares, notamment des objets antiques dont la valeur dépasse plusieurs centaines de millions. Une très belle collection. Merci à Ibou Diouf et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'actualité se poursuit tout de suite. Deuxième partie de Soir d'info. Nous parlons d'hygiène publique.